épisode du Parfait Sentier. Je vous emmène avec moi vivre une aventure fascinante, nimbée de légendes, de châteaux, de mythes. On part sur les traces d'un peuple hors du commun, le Qatar. Et ici, c'est de vous faire vivre le chemin avec moi. Je filme, je raconte, je partage, et vous faites partie de cette aventure. Étaient vraiment les Cathares? Quelles étaient leurs croyances? Pourquoi l'Église les a-t-elle pourchassés avec autant de violence? Et cette histoire de trésors cachés, mythe ou réalité? À travers cette série, je vais m'efforcer de vous apporter des réponses, en croisant les sources, en explorant les lieux et en interrogeant les récits. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui veulent me suivre en direct, allez sur mon Instagram, j'y poste très régulièrement. Je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, juste un passionné, curieux, qui cherche à comprendre. J'ai lu, épluché les contradictions, mais ce sujet est immense, complexe et parfois fou. Alors oui, il y aura sans doute des raccourcis, des approximations, mais toujours avec l'objectif de distinguer le mythe de l'histoire. Le sentier en soi n'est pas difficile, assez chaotique. Surtout le vent. Le vent il souffle beaucoup, il souffle très fort. Nous sommes actuellement sur le GR 367, plus connu sous le nom de Sentier Qatar. Je suis parti de Port-la-Nouvelle et je vais direction Foucault. En tout, 250 km à pied, 12 jours de marche et 2 départements traversés, l'Aude et l'Ariège. Ce n'est pas juste de la randonnée, c'est une immersion totale dans le Moyen-Âge, sur les traces d'un peuple pourchassé. Sur ce sentier, on croise des sites mythiques, Quéribus, Montségur, Roquefixade, mais le but ici, c'est d'aller au-delà des cartes postales. Découvrir aussi des lieux oubliés, discrets, qui ne figurent pas sur les guides, ou que les marcheurs pressés ignorent. Un autre visage de ce qu'on appelle le pays Qatar, plus intime, plus sauvage. Ce GR, c'est une quête de mémoire, une aventure physique, mais aussi une enquête à travers le temps. Ici, sur le sentier Qatar, je marche dans une atmosphère si particulière. On parle d'histoire, de guerre de religion, mais aussi de légendes, de mythes, de trésors cachés. Et je me dis que là, je fouille une terre pleine de promesses qui ne demandent qu'à être davantage explorée. Alors si toi aussi tu as soif de découverte, accompagne-moi. L'horizon s'ouvre devant nous, nos pas résonnent déjà sur le chemin d'une grande aventure. Et voici le premier village après Port-la-Nouvelle, Roquefort-de-Corbière. Roquefort-de-Corbière est un véritable musée à ciel ouvert, niché entre collines, vignes et légendes. Sur le roc Saint-Antoine se dressait autrefois un castrum, un village fortifié. Il a été démantelé en 1659, mais il reste encore des pans de murs visibles, figés dans le silence du temps. Sur les hauteurs, 3 moulins à vent du XVIIIe veillent encore sur le paysage. Autrefois, on y transformait le blé en farine. Aujourd'hui, ils appartiennent à des particuliers, mais leur silhouette raconte encore l'étroite collaboration entre le vent et les hommes. Sur les flancs de la colline Saint-Martin, le chalet Jean-Alexandre a été restauré. À ses pieds, un ancien système de bassin de rétention d'eau, un vestige d'ingéniosité en harmonie avec le relief.
Et voici la chapelle Saint-Martin, à l'ouest du village, perchée sur une colline boisée. Elle est mentionnée dans les écrits depuis le XIIIe siècle. Dévastée pendant les guerres franco-espagnoles du XVIe siècle, elle servira de cimetière au XVIIe, son cœur devenu lieu de repos éternel. La route qui y mène est jalonnée de croix, certaines remontent au XIXe siècle. Là, ça fait un petit moment que j'ai quitté Roquefort de Corbière. Là, le paysage commence à se dessiner, c'est magnifique. C'est à la fois désertique et très très beau. Il est temps de parler des cathares, un mot qu'on entend partout ici en Occitanie. Château cathare, pays cathare, mais que désigne-t-il vraiment ? Qui étaient vraiment ces hommes et ces femmes qu'on a pourchassés, brûlés, diabolisés, et aujourd'hui presque mystifiés ? Dès les premiers siècles de son existence, l'Église de Rome doit faire face à des courants de pensée divergents, des croyants jugés hérétiques parce qu'ils remettent en question les décisions des conciles. Jésus est-il homme ou divin ? Peut-on représenter Dieu ? La messe doit-elle rester en latin ? Des questions fondamentales qui divisent. Le mot katharoi, les purs, apparaît pour la première fois au IIIe siècle sous la plume d'Eusèbe de Césarée. Il désigne ainsi les croyants jugés trop radicaux. Saint Augustin au Ve siècle ira jusqu'à dresser une liste de 88 hérésies, dont 3 très influentes. Les Novaciens, Dieu seul peut absoudre les péchés, les Manichéens, le monde est divisé entre lumière et ténèbres, et les montanistes, une vie d'abstinence et de mortification dans l'attente de l'Apocalypse. Le mot cathare ressurgit vers 1165 dans un manuscrit de l'abbé Egbert de Schonau, en Allemagne actuelle. Dans son livre Sermones contra Catharos, il assimile les croyants de sa région aux hérésies des écrits de saint Augustin, qu'il a recopiés mot pour mot. Les cathares décrits ici ne sont probablement pas les mêmes que ceux du Languedoc, d'où de nombreuses confusions. En réalité, à cette époque, il existe plusieurs communautés dites cathares. En Italie, en Angleterre, en Champagne, en Flandre, le terme devient une étiquette générique et péjorative. Les cathares du Languedoc sont nommés par les inquisiteurs Hereticus perfectus, hérétique achevé ou accompli, pour les distinguer du simple croyant qui n'a pas encore reçu le consolament. Les auteurs modernes, dès le XIXe siècle, en ont tiré l'appellation de parfaits. Les cathares, les parfaits, ils ne se désignaient jamais ainsi entre eux. On les nommait les amis de Dieu, les bons chrétiens, ou les bons hommes et bonnes dames. Il faudra attendre 1848 pour que le terme cathare soit figé par l'historien Charles Schmitt dans son livre « Histoire aux doctrines de la secte cathare ou albigeois ». Et c'est là que naît la mythologie cathare, d'abord par le romantisme, puis par le mouvement occitaniste dans les années 60. Les cathares deviennent les symboles d'une Sud-Ouest en résistance contre Paris. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot cathare est un mot fourre-tout. Il regroupe des croyances différentes, condamnées par l'Église, utilisées comme prétexte politique et militaire. La fameuse croisade albigeoise, débutée en 1209, vise autant des nobles insoumis
que des hérétiques. Dans les récits de cette croisade, les cathares sont peu mentionnés. Le sujet est vaste, complexe, passionnant. Entre fantasmes, marketing touristique et vérité historique, il faut avancer avec prudence. Ça y est, dernière descente avant Durban-Corbière. Il était temps parce que les derniers kilomètres étaient assez rudes. En fait, depuis Roquefort de Corbière, c'est assez costaud. Autant le début du sentier à Port-la-Nouvelle, ça allait, c'était accessible. Mais depuis Roquefort, c'est hardcore. Je profite de ces derniers mètres pour vous parler d'un mythe, d'une légende qui sévit dans les Pyrénées depuis longtemps. C'est quelque chose qui est assez enraciné et malgré les enquêtes, malgré les résolutions possibles, plausibles aussi, eh bien ça reste un mystère. Je parle bien sûr de Rennes-le-Château. Figurez-vous que dans le village où nous allons, à Durban-Corbière, il y a eu un des protagonistes de cette fameuse histoire. C'est l'abbé Henri Boudet. Les Pyrénées sont pleines de légendes, et parmi elles, il y en a une qui revient sans cesse, celle de Rennes-le-Château. Trésor, curé mystérieux, secret bien gardé, et si je vous disais que notre prochain village a accueilli l'un des protagonistes de cette incroyable histoire, Jean-Jacques Henri Boudet, plus connu sous le nom de l'abbé Boudet. Il n'a été que vicaire pendant 1 an dans ce village avant de devenir le célèbre curé de Rennes-les-Bains. Érudit, passionné d'archéologie, il parlait des langues anciennes et passait ses journées à arpenter les campagnes à la recherche d'objets antiques et de traces oubliées. Mais ce qui rend cette histoire vraiment captivante, c'est sa possible connexion avec l'abbé Saunière, ce prêtre qui, en prenant son poste à Rennes-le-Château, aurait découvert, selon la légende, un trésor fabuleux caché dans son église. Un butin en or, des documents compromettants pour l'église, un secret millénaire, les hypothèses abondent. Et selon plusieurs témoignages, Boudet et Saunière se connaissaient. Mieux encore, ils auraient enquêté ensemble. Cette histoire s'inscrit dans la grande énigme des cathares, mais ça je vous en parlerai plus tard, car dans quelques jours, nous irons ensemble voir la tombe de l'abbé Boudet. Sa pierre tombale cacherait un secret, une énigme laissée volontairement, certains disent qu'elle mène à un trésor. À flanc de colline, figé dans la pierre, un vestige du passé domine encore les terres. Bienvenue au château de Durban. Édifié au XIe, ce château fut pendant plus de 6 siècles le fief de la puissante famille d'Urban. En 1229, Guillaume de Durban prêta allégeance au roi de France, ce qui lui permit de conserver ses terres malgré ses liens étroits avec le catharisme. Un choix politique, mais peut-être aussi une stratégie de survie. Le château de Durban n'est pas classé parmi les châteaux cathares. Il n'a pas servi de refuge aux hérétiques pourchassés lors de la croisade des Albigeois. Mais son histoire reste profondément marquée par cette époque troublée et il témoigne des tensions religieuses et politiques du Languedoc médiéval. En 1787, la famille d'Urban perd définitivement le château. Il est confisqué, puis peu à peu démantelé.
transformée en carrière de pierre jusqu'à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il ne reste que la façade nord du bâtiment principal, une tourelle ronde d'escalier et une tour carrée, dernier témoin de cette forteresse oubliée. Le château de Durban n'est peut-être pas un château que l'on dit cathare, mais son silence raconte, lui aussi, l'histoire tourmentée de cette région. Et parfois, ce sont les pierres que l'on oublie qui gardent les secrets les plus intéressants. Au bout de ce chemin, normalement il y a une cascade. Alors de vous à moi, je pense pas qu'elle coule pour deux raisons. La première, c'est que toutes les rivières, tous les ruisseaux ici sont à sec. Et la deuxième, c'est qu'elle est plus entretenue. Et voici le moulin d'Ancrabier, qu'on appelait aussi le moulin de la Cascade, construit avant le XVIIe siècle. Son fonctionnement était simple mais ingénieux. L'eau de la source était captée, détournée, puis stockée dans un bassin réservoir en amont. Par une conduite, elle chutait de plusieurs mètres de haut, actionnait une roue à aube horizontale et faisait tourner une meule de pierre. C'est grâce à cette force hydraulique qu'ont transformé le blé et les céréales cultivées localement pour nourrir la population. Aujourd'hui, les jardins familiaux que le ruisseau irriguait sont abandonnés. L'eau se perd en chemin et le moulin, lui, s'endort sous les mousses et les pierres effondrées. Bon, je vais quitter le sac parce qu'il y a une chose que j'aimerais beaucoup voir. Donc j'ai décidé de vous y emmener également. Let's go! Au cœur de la garrigue de Durban-Corbière, un arbre veille depuis plus de 300 ans. On l'appelle le genévrier cade, un arbre modeste mais sculpté par le temps. « 4 mètres de haut, une silhouette tordue par les neiges passées, brisée il a survécu et sa forme raconte aujourd'hui une histoire de résilience. Le cade de Durban, ce n'est pas qu'un arbre, c'est un témoin de la nature, du temps et de notre propre fragilité. C'est ça aussi le sentier cathare, explorer ce que le tracé ne montre pas et se laisser surprendre par les traces invisibles du passé. Merci à toi de m'avoir accompagné dans cette première journée. Rendez-vous demain pour la suite de l'épopée cathare. L'aventure ne fait que commencer.